Le débat aujourd'hui, c'était sur le pouvoir et contre-pouvoir des industriels, c'est-à-dire ce qu'on appelle pudiquement, enfin qu'on n'ose pas appeler le lobbying, donc les groupes de pression, et comment les industriels en France peuvent se servir de ce lobbying pour faire passer leurs idées et leurs remarques au niveau du gouvernement et du législateur ou d'autres groupes de pression que sont par exemple les ONG environnementales et autres. Votre devoir, quand vous êtes en charge de responsabilités gouvernementales, c'est bien sûr de les écouter, de les recevoir, mais c'est ensuite d'avoir le recul suffisant et nécessaire d'analyse, de jugement, pour ensuite prendre la bonne décision dans l'intérêt général. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut être à la fois à l'écoute, mais en même temps doté de moyens de recul, d'expertise, d'analyse, qui vont vous permettre de prendre la bonne décision. On est dans la culture, c'est-à-dire cette culture industrielle a été, je dirais, mise en danger par la culture du tout-service. C'est-à-dire, on a dit dans la société post-industrielle, il faut rappeler ce concept de société post-industrielle, on a dit c'est pas grave que des usines ferment, c'est pas grave qu'il y ait une désindustrialisation, c'est pas grave qu'il y ait des délocalisations, des services remplaceront l'industrie. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on consomme 10% de plus qu'on ne produit. Et le plus important aujourd'hui, c'est de créer de la valeur ajoutée, de créer de la valeur, et on a besoin de nos industries, on a besoin de nos industriels, et faire en sorte qu'on retrouve cette France productive qui ne sera plus celle d'hier, mais qu'on retrouve une France productive et qu'on crée, nous, l'État, les élus, les conditions pour que l'industrie puisse se développer. Luc Chatel disait tout à l'heure, on n'aime pas en France le mot lobby. Je crois que c'est vrai. Pourquoi? Et c'est dans l'intitulé de cette table ronde, pouvoir contre pouvoir. Est-ce que ça doit être encore ça, le lobbying? Moi, je ne crois pas. Dans la situation dans laquelle on est, dans la situation dans laquelle sont nos industries, ce qui nous intéresse, et notre pays, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de faire passer des messages qui sont des messages de bon sens. Et ces messages de bon sens, on se rend compte que, manifestement, le système du lobby tel qu'il existe aujourd'hui, là encore, pouvoir contre pouvoir, ça ne fonctionne plus. Alors moi, j'ai une opinion qui n'engage que moi, c'est que je pense que dans une économie qui marche, le système traditionnel du lobby est sans doute un système efficace. Pourquoi? Et là encore, Luc Chatel, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est parce que c'est une fédération professionnelle, c'est avec la FIPEC qui va monter au créneau pour essayer d'obtenir de nos hommes politiques, de Martial Bourquin au Sénat, tel ou tel truc en matière de normes. Et puis nous, FIM, on va monter avec nos lobbyistes pour dire exactement le contraire. C'est-à-dire que, et là, ça fonctionne, on s'en fiche quelque part, l'économie marche bien. Donc, on est sur des problèmes qui sont des problèmes à la marge, alors sans doute importants pour nous, les industriels que nous sommes, dans chacun de nos métiers, mais qui ne sont pas des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, on est sur des problèmes fondamentaux. Pourquoi, et vous le disiez tous les deux tout à l'heure, pourquoi est-ce que nous avons aujourd'hui des groupes qui se rassemblent? Meilleur exemple, je le dis devant Philippe Goebbels et Michel Dufour, qui sont tous les deux membres du GFI. Le GFI est en train de monter en puissance de façon très importante maintenant depuis 3-4 ans. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, qu'est-ce qui différencie nos entreprises? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui nous différencie dans nos métiers de chef d'entreprise? Que l'on soit, j'ai beaucoup de fournisseurs parmi vous dans mon métier, je pense que 95% des problématiques que nous avons dans nos boîtes sont les mêmes. Et après ça, il y a 5% sur lesquels éventuellement on peut se foutre sur la gueule. Bon, voilà. Et je pense que ces 5%, ils servaient au lobbying jusqu'à présent. En tout cas, on servait des lobbyistes pour se taper dessus sur les 5%. Aujourd'hui, il y a 95% qui nous rassemblent. Et moi, je pense que la problématique, c'est comment on fait aujourd'hui et demain pour passer ce message de bon sens entre nous. Je vous donnerai quelques idées tout à l'heure. C'est intéressant pour nous, effectivement, puisque demain on a cette réunion sur le lobbying, avec le choix d'un cabinet, c'est de savoir comment était perçu le lobbying vis-à-vis des parlementaires. On avait là devant nous un sénateur et un membre de l'Assemblée nationale, donc on avait un député, avait une version tout à fait intéressante. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas contre. Ils parlent d'organisation, ils parlent de pouvoir un peu mieux encadrer ou cadrer cette information, parce qu'avant tout, effectivement, c'est un lieu d'information, le lobbying. C'est défendre une profession. Influencer un choix, c'est certain, mais c'est aussi de faire reconnaître les qualités d'une profession. En tant que je préside à l'UMP le courant
France moderne et humaniste, c'est-à-dire les libéraux humanistes de l'UMP, quelque part, je fais du lobbying pour faire infléchir la ligne de l'UMP sur un certain nombre de sujets. Donc, il faut bien avoir en tête que le lobbying s'exerce de nature différente. Le réseau consulaire sont des leviers très importants. Quand on est ministre de l'Industrie, vous les avez comme interlocuteurs permanents. Et régulièrement, ils montent au créneau. Alors, ça peut être soit pour défendre une ligne, ça peut être aussi se regrouper pour soulever un lièvre, mettre en avant un dysfonctionnement, demander de revenir sur une disposition qui est contraire à l'esprit d'entreprise et autres. On a également, et bien sûr, les fédérations professionnelles qui montent au créneau régulièrement, un certain nombre de think tanks qui existent et qui vont porter à un moment donné soit une philosophie, soit une idée. Voilà, donc ces pressions, mais les pressions, je prends pression dans le bon sens du terme, elles émanent de courants sociétaux de nature extrêmement diverses. Charge ensuite aux politiques de faire le tri dans tout cela. Mais en Italie, la conception du lobby est très semblable à celle qui existe ici en France. Donc il y a aussi un peu de méfiance sur le mot, sur la façon dont ça se passe, alors que ça se passe naturellement comme absolument ça se passe chez vous. À Bruxelles, il y a 15 000 lobbyistes officiellement enregistrés, dans un registre des lobbyistes qui est disponible et ouvert à la consultation auprès de la Commission. C'est pour vous dire comment le phénomène a été très, si vous voulez, très bien digéré par le système européen, qui d'ailleurs se base sur la consultation des groupes d'intérêt chaque fois qu'il présente qu'il fait une nouvelle proposition, qu'il lance une nouvelle proposition. Donc il y a un système bien encadré, bien enregistré, qui reflète bien les différentes cultures qui se retrouvent au niveau de l'Europe. Je pense que nous avons mis au clair, d'abord que la lobby n'a rien de négatif, et au contraire, ça permet de former les décisions politiques et les décisions au niveau national ou au niveau européen. Et évidemment, le rôle des représentants de l'industrie, tel que je suis, c'est celui de porter les intérêts de l'industrie. Dans le cas d'une association représentative de toute l'industrie nationale, comme le mien, c'est de porter un peu l'intérêt général aussi. Donc nous avons débattu de ça et nous avons également mis en lumière comment aujourd'hui il est très important également un travail de pédagogique, de bien montrer que l'industrie doit être remise au cœur des politiques pour faire en sorte que nos pays puissent sortir de la crise dans laquelle ils sont malheureusement plongés depuis plusieurs années. Nous considérons que notre rôle va un peu au-delà du lobby proprement dit. Il s'agit de faire passer, nous sentons très fort cette dimension, de faire passer une culture industrielle qu'il faut remettre au centre de la politique européenne ou nationale. Donc, dans un moment où la crise a effectivement montré que les pays qui ont réagi mieux, qui ont réagi avec leurs difficultés d'une façon plus compacte, disons, aux effets de la crise, sont effectivement ceux qui ont su garder une industrie importante, un secteur industriel important. Eh bien, cette culture n'est pas du tout évident que ce soit la culture partagée au niveau européen ou le clivage entre pays industriels, si vous voulez, et pays qui ont choisi tout à fait la voie de la déindustrie ou de la post-industrialisation. C'est pour nous en ce moment la frontière et je dirais la pièce maîtresse de toute notre action de lobby, c'est de faire passer d'abord cette culture et ensuite évidemment voir dans les différents secteurs, dans les différents domaines et dans les différentes propositions des directives ou de règlements, quels sont les intérêts à défendre au niveau industriel. Je voudrais parler des ONG environnementales. Pour les industriels, ça ressemble à une espèce de bête noire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des groupes de pression qui, selon les modes, sont plus forts que d'autres? On y reviendra dans un instant, parce qu'il y a toute une litanie de problèmes que les industriels ont rencontrés ces derniers temps, qui les bloquent dans leur développement. Et entre autres, il y a celui-là. Alors, est-ce qu'il y a un lobby environnemental, je ne sais pas qui peut me répondre, qui semblerait très puissant? Il y a un lobby environnemental comme il y a un lobby industriel, si vous voulez. Et là encore, je reviens sur mon propos précédent. C'est ensuite aux dirigeants d'entendre les deux parties et d'arbitrer, de mettre le curseur au bon endroit pour faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre entre
une industrie prospère et en même temps qui aille vers une industrie propre progressivement. Voilà. Allez-y, monsieur. Sur le lobby environnemental, ça fait... Il ne faut pas oublier, c'est notre génération qui, si je puis dire, a inventé l'écologie. Hein. Moi, je me souviens, dans les rues de Paris à vélo, avec des gens qui sont... Enfin, il y avait un type qui s'appelait Bougnat, notamment, qui a été un des grands penseurs parisiens, si je puis dire, à l'époque. Mais c'est vraiment... Enfin, moi, j'avais créé au lycée Henri IV les Verts quand j'avais 15 ans. Ça n'existait pas avant. Donc, je veux dire, c'est notre génération qui a créé ça. Quand on voit aujourd'hui ce que ça donne, c'est-à-dire des gens qui, à l'époque, pensaient être des révolutionnaires, qui sont devenus aujourd'hui les pires réactionnaires qui soient. Je crois qu'il faut qu'on comprenne qu'ils sont les pires réactionnaires qui soient, que la révolution, c'est nous qui la portons. Maintenant, il faut qu'on la porte tous. Voilà. C'est moi ce qui me désespère. Quand je vois les progrès que vous avez fait, vous, dans vos métiers, c'est hallucinant. Il n'y a plus... Alors moi qui suis un utilisateur, je suis dans le traitement de surface des métaux pour l'industrie, on n'a quasiment plus de solvants. Vous avez fait disparaître de nos usines la quasi-totalité des produits cancérigènes, etc., etc., etc. On a des tours de lavage maintenant pour nos chaînes de traitement, etc. Bon. Nous, mécaniciens, ça fait 30 ans que nous préparons le monde de demain en améliorant constamment nos machines et en faisant en sorte qu'elles soient maintenant éco-conçues, c'est-à-dire que quand on les conçoit, on prévoit comment est-ce qu'on va les détruire et comment est-ce qu'on va les recycler. On a des exemples, j'ai des tas de mes camarades qui pourraient venir en parler bien mieux que moi, je pense, patron de Clextral, Georges Jobard, ils ont inventé un truc, c'est un système bivis qui servait pour faire les croquettes, j'allais dire les croquettes pour chiens, les choses comme ça, tout ce qui était pâte soufflée, donc pour l'industrie alimentaire. Aujourd'hui, ils font de la pâte à billets avec, et ils font tous les billets de banque. Ils ont divisé par 10 l'utilisation de l'eau qu'il y avait il y a encore 5 ans. Bon, personne n'en parle. Je pense que c'est à nous, vraiment, de porter ce message en disant « l'écologie, c'est nous ». C'est nous, industriels, qui sommes capables de construire ce monde de demain et un monde propre. Ce n'est pas les écologistes. Ce qu'il faut se dire, c'est que la reconversion écologique de notre société est un marché fantastique. Et dans cette reconversion écologique, par exemple dans le bâtiment, la brique monomure, tous les travaux que nous avons à faire pour isoler, pour économiser l'énergie, tout ça sont des marchés fantastiques. Et comme M. Franz, je pense qu'il faut non seulement ne pas prendre bien en tête ce mouvement, mais au contraire se dire on va faire la société de demain. Comment on a pu laisser s'accumuler 400 000 normes? C'est souvent le lobbying. Et voilà, je reviens à la question du lobbying, c'est parce que vers 10-11 heures du soir, il y a une rencontre, il y a un amendement qui arrive, qui paraît comme cela anodin, et puis tout d'un coup on s'aperçoit que c'est une norme de plus. Et là, cet après-midi, je siège sur des ordonnances. Les parlementaires n'aiment pas trop les ordonnances. Concernant le bâtiment, pour essayer de retirer toute une série de normes et de donner des possibilités lorsqu'on a des zones PPAUP et tout cela, pour justement libérer l'industrie du bâtiment, parce qu'elle est bloquée. Alors bien sûr, il manque des volumes, il y a la crise immobilière, mais en plus, ces normes nous font cruellement mal. Et c'est pour cela que le système parlementaire français doit faire en sorte, vous voyez, par exemple, après les 2 Grenelle, moi j'en ai voté un Grenelle, même si j'étais dans l'opposition, mais ensuite, les décrets d'application qui sont parus, les normes qui se sont multipliées, eh bien ça peut être un carcan. Et il faut sortir de ce carcan. Tout en respectant notre société et en faisant en sorte qu'on aille, comme vous le disiez, M. Franck, une société qui soit, je dirais, meilleure pour nos enfants, parce que c'est nos enfants, qui seront moins pollués, et faire en sorte surtout que cette reconversion écologique soit nos marchés futurs et soit l'industrie du futur. Ce qui nous gêne en France, c'est la norme administrative. Les normes techniques, elles sont indispensables à nos industries pour se protéger de concurrents étrangers qui, précisément, ne respectent pas les normes. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait nos compétences, c'est ce qui fait notre qualité. Donc, surtout, ne touchons pas à la norme technique. On va y revenir. Monsieur Oui, trois petits points. D'abord,
C'est vrai, il y a 30 ans, il y a 25 ans, le mouvement écologiste était important pour changer quand même nos sociétés, nos modes de pensée, de fonctionnement. L'évolution de cette poussée écologiste a tourné au vinaigre et est devenue, dans certains contextes, carrément ringard. En Italie, par exemple, le mouvement écologiste est carrément disparu de la scène politique italienne. C'est quand même intéressant, impressionnant de voir qu'ils se sont disparus dans des groupuscules de gauche, mais sans réel impact et sans résultats électoraux. Deuxième point, c'est vrai, ça incombe aux industriels et malheureusement on le dit pas suffisamment, on n'arrive pas à l'expliquer suffisamment comment la révolution industrielle que nous sommes en train de vivre a rendu de plus en plus compatible avec l'environnement et de plus en plus performant toutes les productions industrielles qui se sont parfaitement datées et sont à la pointe de l'innovation de ce point de vue. Je parle des entreprises européennes par rapport au reste du monde. Et le troisième point, qui est le vrai problème, le vrai débat d'aujourd'hui, c'est que nous avons en Europe une forte poussée, sinon pas des écologistes, de tous ceux qui pensent que la préservation de l'environnement et la qualification de l'Europe comme modèle à imiter nous a poussé tellement en avant que nous avons les paramètres environnementaux les plus performants du monde qui créent des difficultés de compétitivité à nos entreprises. Nous sommes en train de demander sans cesse ce qu'en anglais on dit le level playing field, de faire en sorte qu'on veut bien continuer à augmenter ces paramètres à condition que les autres fassent de même, et malheureusement ce n'est pas le cas. Et donc la question que nous posons au niveau européen, nous tous, disons, qui représentons les industries européennes, parce que c'est un combat que nous menons ensemble, c'est de dire, cessons de faire aller l'Europe toujours de l'avant, alors que les autres ne suivent pas, parce que comme ça, on va détruire notre économie, sans pour autant augmenter, pour le moins du monde, le bien-être général de la planète. Un exemple pour tous, si nous passions, comme demandé à grand voix par un tas de groupes de pression, justement, ou de partis, de 20% comme réduction d'émissions à 30% pour les émissions à effet de serre, la différence de ce que l'Europe ferait en termes de diminution correspondrait à 2 voire 3 semaines de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre en Chine. Voilà la grande révolution qui nous mettrait complètement à terre en termes de compétitivité des entreprises. Et alors, ce que vous nous dites là au niveau de l'Europe par rapport au reste du monde, il faut le replacer dans le contexte de la France par rapport à l'Europe, puisque j'ai cru comprendre là aussi que la France, on a l'impression qu'elle veut être le premier de la classe en termes d'environnement, donc elle rajoute souvent des lois ou des articles qui ne sont même pas appliqués à ceux au niveau européen, donc qui les pénalisent. Je voudrais juste, puisque vous avez parlé tout à l'heure effectivement du nombre de lois ou d'articles pour réglementer la profession, que ce soit administratif ou technique, le nombre des textes réglementaires à propos du Grenelle de l'environnement, il était prévu, la loi lors du 2e Grenelle de l'environnement, à l'origine, entre 20 et 25 points. Et au final, on s'est retrouvé non pas avec 25 articles, mais 257, et 189 décrets, ce qui représente des milliers et des milliers de pages, et là que ce soit d'un point de vue administratif ou d'un point de vue technique. Et alors ce que me racontaient les témoignages des représentants de la FIPEC ou de l'industrie qui ont participé à ce Grenelle de l'environnement, et c'est pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Que vous nous dites, il faut qu'on doit vous entendre pour nous faire une idée et avoir une expertise, nous aussi, venant de vous. La FIPEC ou ses représentants ou d'autres industries sont allés au Grenelle de l'environnement, c'est ce qu'on m'a raconté, ils ont participé, et puis il y a eu l'histoire des lois sur les nanotechnologies. Alors les nanotechnologies, la FIPEC est en plein dedans, les industries de peinture c'est quand même quelque chose de très important, c'est un axe de développement absolument capital en ce moment. Donc la FIPEC a fait des propositions, alors on les a entendues, ils ont dit oui, ok, très bien, on vous entend. Et puis il y a eu d'autres projets sur l'étiquetage aussi, qui est très important pour informer le consommateur. Alors la FIPEC, là aussi, a fait des contre-propositions en disant n'en mettez pas trop parce que sinon les étiquettes vont coûter plus cher, ça va nous grever notre budget. Enfin bon, il y a toute une série des normes techniques, puis on va être en concurrence déloyale par rapport à nos amis allemands qui, eux, n'ont absolument pas ces obligations en termes d'étiquetage. Donc ils sont partis du Grenelle de l'environnement en se disant ok, on a été entendu. Et puis finalement, quand le Grenelle a été terminé, qu'on a dit voilà à quoi ça ressemble, ils n'ont absolument rien retrouvé
de toutes leurs propositions. Donc pour en arriver à ma question, les politiques ou le législateur dit on veut vous entendre, mais on a l'impression qu'on vous entend, mais on ne vous écoute pas. Comment ça se passe en fait? Nous devons créer de la richesse. Nous devons avoir des pouvoirs publics qui, dans ce pays, allouent de la ressource à la création de richesse. Nous ne pouvons plus distribuer une richesse que nous ne créons pas. Nos entreprises, ça sert à quoi? À créer de la richesse pour la redistribuer. C'est le seul message que nous devons faire passer. Le bateau coule. Alors, puisqu'on a vos interlocuteurs... Je pense que là, ils ont pris des témoignages importants qui permettent de mieux sensibiliser ces responsables parlementaires pour pouvoir nous aider à faire passer ces messages dans l'intérêt de notre profession. Les élus, est-ce qu'ils ont l'oreille attentive au niveau de leur circonscription de ces petits citoyens, entre guillemets, chefs d'entreprise ou autres, qui leur font monter l'information directement de leur entreprise? Monsieur Bourquin, puis Monsieur Châtel. C'est difficile à répondre de manière globale, mais vous savez, les parlementaires passent la moitié de leur temps dans leur circonscription et parmi ce temps passé sur le terrain, une grande partie est consacrée à recevoir des interlocuteurs locaux. Et donc, je pense que les parlementaires sont ceux qui sont sans doute le plus au contact des fédérations professionnelles sur le plan local, des entrepreneurs. Donc je ne pense pas que le problème vienne de là. Je crois que ce contact, parfois il y a un peu une vision caricaturale du monde politique détaché de la réalité et tout. C'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, les élus... alors ensuite, il y a une question de culture économique. Ça, c'est autre chose. Jérôme Frantz disait... nos enfants ne veulent plus aller dans les industries, mais la vérité, c'est que nos enfants ne connaissent pas le monde de l'économie, le monde de l'entreprise, pas plus que leurs parents d'ailleurs. Je me suis battu quand j'étais ministre de l'Éducation nationale pour instaurer ne serait-ce que l'économie pour tous à l'école en classe de seconde. Bon. Et c'est un combat difficile que j'ai mené. Ensuite, il fallait savoir quelle économie, parce qu'il fallait voir l'économie que certains présentaient à l'école. Mais ça peut être partisan. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu de grosses désillusions, parce que figurez-vous qu'on a réformé les programmes, et puis l'année dernière, j'ai une fille qui rentre en seconde, et le jour de son premier cours de sciences économiques et sociales, elle vient me voir, elle me dit « Papa, il faut que tu m'aides ». Je dis « Ah bon, c'est quoi ton premier devoir ?» Mon premier devoir, la question qu'on me pose, c'est « Citez-moi 5 allocations dans le système français ». Voilà. Vive la France. Donc je me suis dit que le chemin était long. Voilà. Ça a dévié sur l'éducation d'une manière assez brève, sur l'intérêt de l'éducation. Et là, j'ai rebondi sur l'ITEC pour interpeller notre sénateur sur l'intérêt que peut avoir l'État à avoir des écoles d'ingénieurs qui forment de très très bons cadres pour nos industries et qui sont véritablement le poumon de notre société. Il faut complètement ouvrir l'éducation sur l'entreprise. Alors je sais qu'il y a eu un débat, c'était hier soir au Parlement, Luc Châtel, sur la nouvelle loi concernant l'université. On présente le fait d'amener les politiques de transfert à l'université comme amener le patronat dans l'université. Je crois profondément à des écosystèmes industriels où il doit y avoir des petites, des grandes entreprises qui fonctionnent en réseau, avec une université qui est à côté, et faire en sorte qu'il y ait ces écosystèmes industriels pour que l'innovation se diffuse tout au long de la chaîne productive. Si on n'a pas ça, on aura du mal à reconstruire une industrie. Et c'est pour cela que vous êtes, notamment au niveau des entreprises, un lien vraiment permanent avec elles, mais secondement, il faut être à l'université pour veiller à ce que les questions technologiques soient sans arrêt posées et le lien avec les entreprises soit sans arrêt posé. Et puis après, il y a la question des banques. La question des banques, de l'assurance-crédit est un vrai problème, le financement. Parce que le financement, j'ai regardé dans cette mission que j'ai eue pendant 4 mois, le niveau d'investissement dans l'industrie française, on est en queue de peloton de l'Europe. Et il y a beaucoup de PME, de TPE qui ont un mal fou à obtenir des financements. Bon, la Banque publique d'investissement va être en place au mois de juin. Elle se fait attendre, mais il faut vraiment qu'elle soit là. Mais le secteur bancaire, l'ensemble du secteur bancaire, doit être beaucoup plus à l'écoute de notre industrie. La France, aujourd'hui, est en queue de peloton européen concernant l'investissement, au même niveau que le Portugal. Un grand pays comme la France doit retrouver des marges d'investissement, parce que si on veut parler d'industrie, il faut parler d'innovation et d'investissement.
C'est tout cela, et un élu, tout naturellement, devait participer à ce débat et être le porte-parole de celles et ceux qui veulent défendre une France industrielle. Écoutez, le seul regret que nous ayons, mais ce n'est pas nouveau, c'est que dans l'ancienne équipe, l'industrie dépendait de 13 ministères. Aujourd'hui, l'industrie dépend, je crois, de 10 ministères. Ça fait quand même un peu beaucoup, alors sans doute que c'est pas facile. Le jour où on aura un grand ministère de l'industrie, je pense qu'on pourra dire oui, on a des pouvoirs publics et des hommes politiques qui ont pris conscience que l'industrie était un élément essentiel de ce pays. Sur le ministère du redressement productif, bon, je suis en dehors des phrases de notre ministre de temps en temps, je crois que c'est un vrai amoureux de l'industrie. D'ailleurs, comme Luc Châtel l'avait été. Donc c'est avec des gens comme ça qu'on se dit, bon, peut-être qu'on peut arriver à faire des choses. Voilà, on en a fait plein avec Luc Châtel. Je peux dire 30 secondes sur ce qui vient de dire M. France. Vous avez présidé le Conseil compétitivité, justement. On a eu honte à un moment donné d'appeler, de convoquer un Conseil industrie. Et le même phénomène, parce que la culture qui s'est développée les 15 dernières années était contre l'industrie, finalement. Même en Italie, notre ministère de l'Industrie, ça s'appelle le ministère du Développement économique, et il a été appauvri de ce pouvoir, de ses compétences, parce qu'à un moment donné, on faisait, et dans les pays nordiques, attention, politique industrielle dans les pays nordiques est un mot banni, parce que politique industrielle, pour eux, c'est étatisme, dirigisme, voire voilà, planification soviétique. Donc, il y a aussi une sémantique à récupérer sur le mot et sur la valeur de l'industrie, et on pourrait en dire sur l'école, etc., et sur les valeurs qu'on transmet et qui font qu'être industriel, ce n'est pas une valeur aujourd'hui. C'est presque quelque chose qui va à l'encontre. La métaphore du bateau qui coule, c'était une métaphore pour expliquer une difficulté et comment réagir en difficulté. La France a des potentialités importantes. Elle a une richesse importante. Elle a des capitaines d'industrie de grande qualité. Elle a des PME, des TPE de grande qualité. Elle a aussi une belle université, même s'il faut faire attention. Elle a des capacités, puis surtout avec la crise climatique qui s'engage, même si on a un mauvais temps, elle a un peu préservé des pays beaucoup plus exposés avec les catastrophes. Et l'idée de confiance, d'aimer ce pays, parce qu'il mérite d'être aimé, mais en même temps d'avoir ce patriotisme à chaque fois qu'il faut le défendre. Et aujourd'hui, il est en difficulté sur le plan économique et sur le plan industriel. Il faut rebâtir, reconstituer une culture industrielle et en même temps diffuser de la confiance. Avoir confiance en nous. Quand on parle d'industrie automobile et qu'en France on charge de taxes de CO2 et qu'on sort les véhicules des villes, ça ne favorise pas forcément les ventes de peinture automobile. Quand on est un fabricant de peinture et qu'on a un certain nombre de normes qui nous sont imposées en étiquetage, en obligation de production, en respect d'un certain nombre de choses, là aussi, on va à contresens. Donc ce que je voudrais, le premier lobbying qu'on puisse mettre en place, c'est celui du bon sens, qui puisse être dans l'intérêt de tous. Et ça, c'est une question que j'attends votre réponse avec impatience. Une des raisons, c'est que nous avons sacrifié le secteur automobile, par exemple, avec un accord de libre-échange avec la Corée, qui a favorisé un certain nombre de secteurs, mais qui justement a permis des normes très favorables à l'industrie automobile coréenne, qui est la seule, avec Volkswagen, mais pour d'autres raisons, à prendre des parts des marchés de plus en plus importantes au détriment des voitures comparables, et donc malheureusement un peu les Français et les Italiens. Et voilà, Fiat est en train de disloquer non seulement sa production, mais son siège social. C'est quand même une catastrophe et quelque chose de très fort. Donc ce patriotisme, je veux le reprendre à mon tour, parce qu'effectivement, soit nous sommes capables de monter une véritable défense européenne dans laquelle chacun pourra faire valoir ses meilleurs atouts, ou bien nous serons réduits effectivement et détruits en quelque sorte par une concurrence qui est inévitable, mais qu'il faut essayer de combattre et de contrecarrer. Au-delà du clivage politique gauche-droite, il est intéressant aujourd'hui, vu la situation française, de trouver
un consensus pour redresser la barre et faire en sorte que notre économie se porte mieux, et notamment notre industrie. Il faut que tout le monde aille vers l'essentiel, à savoir trouver les moyens de redynamiser l'industrie française pour que tous les industriels travaillent mieux entre eux et travaillent mieux au sein de l'Europe pour faire face à la concurrence internationale.